arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous découvrirez cette vidéo. J'ai avec moi Camille Larbé. Bonjour Camille, j'espère que tu vas bien. Bonjour, ça va, très Bon, bien, merci. bon, merci beaucoup Camille d'avoir Merci à toi. accepté cette invitation. Alors, si vous avez vu un peu la miniature avant de cliquer sur la vidéo, vous savez que nous allons parler c'est pas la divine c'était Garbo, donc c'est le mythe, c'est ça, Le mythe. Dietrich, c'est le mythe. Donc nous allons parler de cette personne, Marlène Dietrich, celle qui avait la voix. Un livre qui est sorti qui a été publié, pardon, chez Capricci Stories, donc ça c'est l'anglais story. D'ailleurs, je tiens à remercier Capricci de de m'avoir aidé à préparer cette émission. Voilà. Donc je voulais à tout prix qu'on parle de ce livre et donc j'ai proposé à Camille, l'auteur, de venir en parler et ça me fait vraiment plaisir qu'il ait accepté cette invitation. Tout simplement, la première question très basique, très simple et en même temps assez logique. Comment ça s'est passé ta rencontre avec cette actrice? À quelle occasion? Est-ce que c'était dans un film ou un documentaire ça s'est passé comment cette rencontre? La Euh, première je, fois. je crois que la première rencontre, c'était peut-être un faux départ. J'ai le souvenir d'avoir vu pour la première fois dans l'Ange Bleu, mais le film, je l'avais vu assez jeune, et du coup, je crois que je m'étais un peu emmerdé devant le film. Vu que finalement, il est pas non plus super accessible d'accès. Je crois que peut-être j'étais ado. Je l'avais vu parce que je savais que c'était un film important qu'il fallait voir en tant que cinéphile, mais au final, bon, c'est pas non plus, ça m'a pas non plus beaucoup marqué. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi j'ai découvert en fait, bon, pour commencer, j'ai une grosse consommation de livres de cinéma. J'ai lu beaucoup de livres de cinéma, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Du coup, je suis beaucoup les nouveautés éditoriales et j'avais repéré cette collection qui avait lancé Capricci et ça m'intéressait de moi aussi, du coup, d'écrire en fait une biographie sur un acteur et une actrice. Et quand je les ai contactés, j'avais déjà quelqu'un en tête, mais finalement, eux, ils avaient déjà une liste d'acteurs et d'actrices où ils m'ont proposé d'en choisir. Et du coup, j'ai choisi Marlène Dietrich. J'ai choisi Marlène Dietrich pour deux raisons. Alors, première raison, c'est parce que j'avais écrit un livre avant. Mon premier livre, c'était Berlin mise en scène. C'était une balade cinématographique dans Berlin où j'ai pris un corpus d'une soixantaine de films et qui ont été tournés dans Berlin et qui permettaient un peu de dessiner un peu un portrait de la ville, entre eux, par exemple le Berlin poétique de Wim Wenders, des Ailes du désir, ou au Berlin du mur très froid, très flippant de Possession de Zolewski, ou au Berlin techno de Berlin Collin, etc., etc. Et la fin du bouquin, ça se terminait sur la place Marlène Dietrich, qui est une petite place près de la Potsdamer Platz, et avec cette phrase de Dietrich qui était tirée d'une de ses chansons qui disait j'ai toujours une valise à Berlin, c'est pour ça que je dois y retourner. Du coup, je trouvais ça, bon, déjà dans un premier temps, je trouvais ça assez sympa de continuer mon voyage littéraire avec Dietrich. Et en fait, comme je te disais, je la connaissais pas bien et ça me permettait enfin, l'idée de travailler sur elle m'enthousiasmait pas mal parce que c'était pour moi l'occasion de, de voir plein de films en fait sur Dietrich. Je sais pas, toi tu la connaissais. Parce qu'en fait, en discutant en évoquant le nom de Dietrich à des gens qui s'intéressent au cinéma, qui regardent des films, ils savent évidemment qui c'est, Mhm. mais ils sont pas non plus super familiers avec ces films. Je pense que c'est une actrice qui est connue au-delà de ses films et du coup, malheureusement, elle a peut-être un peu tendance à ne pas assez voir les films qu'elle a tournés. Toi, je sais pas si tu étais vraiment, enfin, t'es déjà très familier avec sa filmographie. Dès l'âge de 10 ans, quand je découvre L'Ange des Maudits, cette actrice, ce personnage, c'est pas, pour moi, c'est même plus une actrice à ce moment-là. Bon, quand on a 10 ans, on tombe éperdument amoureux soit des acteurs ou des actrices, mais on y retrouve quelque chose. Et moi, je sais que dans ce film-là, ce qui m'avait frappé, c'est que je ne savais pas si elle était jeune ou vieille. C'était comme ça que je disais les choses. Et je suis très content
Enfin, le fait, c'est délibéré que je dise cela parce que dans le livre, à un moment, on en parle de ce rapport avec l'âge. Déjà, sur l'âge de sa naissance, il y a quelques mystères. Et donc, moi, je sais que lorsque j'étais un féru de western, donc j'ai découvert cette actrice via le film de Fritz Lang, d'ailleurs, dont tu fais un chapitre, dont tu en parles dans le bouquin. Et juste, j'ouvre une parenthèse, Berlin mise en scène, ça me renvoie aux aéroports mis en scène, écrits par Léo Soesanto, qu'on avait reçu ici, donc je vois très bien ce qu'il en est. Mais tu m'avais dit qu'il y avait une deuxième raison aussi que tu avais choisi. La deuxième raison, c'est parce qu'en fait, je connaissais mal. Et du coup, c'est ça. C'est pour cette raison, par le fait que parce que je connaissais pas très bien sa filmographie, ça m'intéressait du coup justement de me plonger, de partir en exploration de ce pan. En fait, je pense que le cinéphile ou la cinéphile, sa grande affaire, ce serait essayer de tracer des trajectoires, des tangentes dans le cinéma. Je pense pas que la cinéphilie, c'est une question de quantité de films, c'est pas une question de hiérarchie, mais c'est vraiment une question d'organiser sa manière de voir des films. Et pour moi, écrire un livre sur Berlin, donc voir plein de films sur Berlin, ou voir plein de films sur Marlène Dietrich, c'est aussi pour moi une manière de vivre ma cinéphilie, de l'assouvir. C'est une manière d'organiser en fait une manière de voir des films les uns après les autres. Oui, oui, non, je suis d'accord avec toi. Après, ce qu'on appelle la grande consommation de films, c'est autre chose, c'est plus de la cinéphilie. On a inventé un Ouais, c'est terme le cinévore, là-dessus. quoi. C'est ça, autre voilà, chose. ou c'est de la cinéphagie, ou un truc Ça comme ça. l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais L'un c'est n'empêche pas l'autre, l'un n'empêche pas pas non plus l'autre. la même chose. Je sais que moi, personnellement, je ne consomme pas, je vois beaucoup, effectivement, de films, mais ces films c'est plus sur une espèce de carte comme ça, géographique, et ça me permet un peu de m'inscrire dans ce monde, mais à travers les films que je vois. Mais en fait, pour revenir à Dietrich, ce qui est assez drôle me concernant, c'est que pendant de très longues années, surtout l'enfance, voire un peu l'adolescence, c'était une actrice purement américaine dans l'idée même de l'industrie hollywoodienne. Et les films avec qui elle a tourné sous la direction de Sternberg, c'était autre chose. Je les ai vus bien après, et j'ai toujours tiens, je voudrais te poser cette question. Moi, j'ai toujours démarqué les premiers films qu'elle avait fait avec Sternberg du reste. Pour moi, j'ai l'impression que les films avec Sternberg, ce ne sont pas forcément des films américains. Il y a quelque chose de très intemporel. Il y a des connexions avec la vieille Europe ou d'autres figures artistiques comme la littérature. Enfin, il y a quelque chose de très intemporel avec les films de Sternberg. Et ensuite, ce qu'elle a fait après, non pas que c'est pas très bon, encore qu'il y a beaucoup de ratages, mais il y a aussi de très très belles perles. Oui. Et j'ai toujours démarqué ces deux manières de regarder la Dietrich, en fait. C'est vrai, en fait, effectivement, on pourrait dire que Sternberg, il l'a un peu figé dans une image alors, peut-être pas femme fatale, parce que ce serait un peu... en fait, quand on regarde de près les rôles qu'elle joue, il y a très peu de rôles dans les films de Sternberg où les hommes vont se perdre pour elle. Ce serait peut-être plutôt l'inverse. Ce serait plutôt une femme maudite, plus qu'une femme fatale. Par contre, il y a une récurrence chez Sternberg, c'est que Sternberg lui fait souvent jouer des rôles de prostituée, quoi, de putain. Alors parfois, c'est une aventurière slash putain dans Shanghai Express. Parfois, c'est une mère putain dans Vénus Blonde. Bref, mais effectivement, il faudra qu'elle tourne avec un autre que Sternberg pour pouvoir sortir un peu de cette image un peu glacée, un peu où son jeu aussi chez Sternberg est très. Elle joue beaucoup sur les pauses. Il y a peu de mouvements. Il faudra attendre vraiment le film Désir de Borzage, ouais, pour vraiment qu'elle soit. D'ailleurs, le producteur Pasternak, je crois que je le dis dans le bouquin, en fait, il expliquait que lui, il avait rencontré Dietrich, il trouvait que c'est une femme très. Cette femme correspondait pas du tout à l'image que Sternberg en avait fait à l'écran, et ça l'intéressait justement de lui proposer un rôle où dans Désir, elle joue une souris d'hôtel, une voleuse, et elle va. En fait, son rôle est drôle. C'est une comédie et ça lui va très bien. C'est aussi un peu une découverte en tant que spectateur. Après tous ces films de Sternberg qui sont des drames où elle joue beaucoup. Voilà. C'est plutôt un jeu de pause comme je te disais. Ouais.
Mais dans Désir, si je me rappelle, est-ce que le partenaire masculin qu'elle a, c'est Gary Cooper? Ouais. D'accord, parce que donc je vois très bien ce qu'il en est. Après quand tu as commencé à travailler sur ce livre et que tu as commencé donc à regarder ces films-là, s'est dessiné, j'imagine, quelque chose, une personnalité, une figure. En fait, la question est très simple et très bête en même temps, mais en fait, c'est quoi? C'est qui Marlène Dietrich? Parce que dans ce livre, tu dis celle qui avait la voix en titre. Euh, Cette voix, en l'occurrence, tu en parles non pas d'emblée, mais tu en parles beaucoup plus tard, et on comprend pourquoi tu en parles plus tard. Euh, Parce que pendant 25 ans, elle va devenir une artiste du musical. Ça, on va en parler après. Mais ce serait quoi? Alors, plutôt, ce serait qui, Marlène Dietrich? Alors, ce serait qui? Alors déjà, déjà, ce serait quoi? Ce serait une longévité. Enfin, je pense que ce qui la différencie vraiment de Garbo, parce que vu que je parle de Garbo, parce qu'elles ont été comparées en fait quand Dietrich a commencé à Hollywood, à la base, elle a été embauchée par la Paramount comme tête de gondole de la Paramount pour justement contrer la Garbo. Hmm. Mais en fait, Garbo, autant elle s'est arrêtée à la guerre, elle a pu tourner. Dietrich, elle a continué en fait à être présente sous différentes manières, via la chanson, via les feuilletons radiophoniques à la radio. Ça, c'est quelque chose que pour nous Français, on a peut-être moins conscience, mais pour les Américains, Dietrich, ça a été longtemps une voix familière, parce que dès les années 30, elle commence à enregistrer des feuilletons à la radio. Elle reprend souvent les rôles ses rôles de cinéma dans des adaptations. Et après, le fait qu'elle a chanté aussi, elle a fait un tour de chant pendant presque 2 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, ça lui a permis de se faire connaître d'une nouvelle génération d'Américains auprès des jeunes soldats. Et puis après, bah, elle a fait d'autres rôles. Comme tu dis, bon, il y a eu pas toujours heureux, mais il y a eu des belles réussites, notamment avec Fritz Lang, avec Billy Wilder, avec Hitchcock, chez Orson Welles aussi. Et après, quand elle a commencé sa carrière de chanteuse de musical, ça lui a permis encore de gagner, entre guillemets, 25 ans de carrière. Je pense que c'est vraiment Dietrich, c'est une femme qui a traversé le siècle, parce que dès 1920, elle est sur scène, elle apparaît au milieu des années 20 au cinéma, et jusque dans les années 70, elle sera présente, quoi. C'est un mythe, mais est-ce qu'on peut dire que objectivement, ce serait pas l'insulter, mais ce serait objectif de dire que c'était pas forcément une grande comédienne? Ouais, je pense que... Oh oui, alors il y a des rôles où En fait, je pense que c'est comme... on pourrait la rapprocher de... Peut-être... effectivement, moi, de mon avis, je trouve que Garbo a une palette de jeux plus Hmm. étendue et est une plus grande tragédienne. Je pense que Dietrich, on peut plus la rapprocher de Steve McQueen. Steve McQueen, c'est une star, c'est une icône, mais c'était pas un grand acteur. Et lui-même, en fait, il le reconnaissait, il avait jamais eu de problème à ça. Il savait très bien quelles étaient ses limites, que c'était un acteur avec un jeu limité. C'est pour ça que toute sa carrière, il a pris un soin extrême à choisir des rôles qui pouvaient convenir à son jeu très, très mutique, très retenu. Exactement. Hmm. Parce qu'il savait en fait, qu'il était incapable de jouer autre chose, quoi. C'est pas Al Pacino, c'est pas Robert De Niro. Donc je pense que Dietrich, c'est pareil. Alors peut-être elle avait peut-être moins conscience que Steve McQueen de ses limites. Peut-être elle voulait pas ou elle pouvait pas se les avouer, ça j'en sais rien. Mais oui, effectivement, je pense que c'était pas une grande comédienne parce qu'elle pouvait pas tout jouer, elle savait pas tout jouer. Par contre, c'était une star parce que quand elle apparaît à l'écran, quel que soit le rôle, qu'il soit bon ou moins bon, quel que soit le film, il se passe quelque chose à l'écran. Il se passe quelque chose sous nos yeux, quoi. La soif d'Imal, par exemple, de Wells, c'est pas un personnage principal, c'est au contraire, elle est Non. là parce que c'est un bon ami à elle et elle joue très peu dans le film et elle est juste extraordinaire. Elle a une présence, quoi. C'est sacrément ça. C'est vraiment C'est ça, c'est une ça. présence. C'est ça. Moi, je recommande. Alors, il y a sur Internet, ou ça traîne sur YouTube. Alors, pas en qualité exceptionnelle, mais ça se regarde. Les 2 premiers films qu'elle a tournés avant de faire L'Ange Bleu. Parce qu'en fait, elle a toujours dit que elle avait jamais tourné avant, que c'était une débutante et que Sternberg l'a révélé. Ça, c'est une coquetterie, ça. Et puis c'est faux. Elle avait tourné une quinzaine de films avant
sur 8 ans. Du coup, c'était pas une débutante. Et alors, il y a certains films, ses premiers films, c'est une silhouette. Il y en a certains, on ne sait pas trop on n'est même pas sûr où elle joue. Et les deux derniers, elle a un rôle de premier plan. Alors, il y en a un, c'est le navire des hommes perdus de Maurice Tourneur, qui n'était autre que le papa de Jacques Tourneur, celui qui a fait La Féline. Donc dans ce film, elle joue. C'est un film qui se passe sur un bateau qui ressemble un peu au navire fantôme de Curtis avec Ida Lupino, où en fait c'est toujours un peu le même principe. Il y a un bateau avec un capitaine très méchant, un équipage patibulaire et puis quelques personnes innocentes qui sont retrouvées fortuitement sur ce bateau et qui essaient de se dépatouiller avec tout ça. Et elle joue une aviatrice dont son avion se crache à côté du bateau, et du coup ça va être la seule femme sur ce navire. Et là, donc c'est deux films muets, il faut que je le précise. Et quand elle apparaît à l'écran, pareil, son rôle il est pas foufou, mais il se passe quelque chose. Et même d'ailleurs, le réalisateur, quand son personnage apparaît, son visage met un temps à être dévoilé parce qu'elle est d'abord sur le pont allongée avec son bonnet de cuir et ses lunettes d'aviateur, et puis il y a de longues minutes à ce qu'on lui enlève son bonnet et ses lunettes, et puis il y a les personnages qui la regardent en fait sont estomaqués, et le réalisateur retarde le moment où son visage va être filmé devant nous, comme si c'était comme si c'était une apparition. Et l'autre film que je veux citer s'appelle L'Énigme, mais il a été aussi diffusé sous un nom, c'était La femme que l'on désire. Ça, c'est un film de Kurt Bernard. Kurt Bernard, on l'a un peu oublié, mais il fera une carrière plus tard sous le nom de Curtis Bernard à Hollywood, et il tournera quand même avec Humphrey Bogart, avec Barbara Stanwyck, avec Rita Hayworth, avec du beau monde. Et dans ce film, c'est un film, c'est un sympathique, c'est un triangle amoureux, et elle joue la tentatrice. Et pareil, sa première apparition, elle est dans un train, et puis c'est un personnage qui est à quai, puis qui regarde la fenêtre d'un wagon, et puis il y a le rideau qui s'ouvre, et derrière le givre, il y a le visage de Dietrich qui apparaît. Et pareil, là encore, ce plan fait figure d'apparition. Donc du coup, le Sternberg, il n'a pas révélé, il n'a pas découvert Dietrich parce qu'elle existait déjà avant lui. On pourrait dire plutôt qu'il l'a popularisé. Qu'il l'a popularisé. Dans le livre, pratiquement à la fin du livre, vous évoquez, vous racontez, comme un journaliste raconte les faits, d'un événement dans lequel on voit Maximilien Schell, l'acteur, qui réalise un documentaire sur Marlène Dietrich. C'est très très drôle, hein. Bon, je vais pas dévoiler comment c'est écrit et ce qui se dit. Mais c'est drôle et cruel. C'est drôle et cruel. Et en lisant, je me disais, mais où est-ce que je peux voir ce film? Donc, très simple question. Où peut-on voir ce film? Alors, je l'ai trouvé en très mauvaise qualité sur un site russe. Je crois que c'est ok.ru. C'est un site qui n'est pas très légal, mais qui a plein de copies de films. Et je crois que c'était une version copiée d'une VHS. En extrêmement mauvaise qualité, mais bon, suffisamment pour que les dialogues puissent être intelligibles. Alors c'est là que je l'ai trouvé. Je sais que vous en parlez dans le livre, mais je suis extrêmement curieux d'en savoir davantage. Il est comment ce film? C'est aussi cruel que vous le décrivez dans le livre ou Oui, c'est un documentaire vraiment étonnant. Alors en fait, c'est un documentaire qu'on a complètement aussi oublié, je pense qu'il gagnerait à être connu. Ce serait bien, peut-être qu'un jour il y a une sortie DVD, qu'il y a un éditeur DVD qui s'occupe de ça. Donc c'est Maximilien Schell. Maximilien Schell, c'est un acteur autrichien qui a été connu pour Procès à Nuremberg. Moi, récemment, souvent, il a eu une carrière longtemps. Donc, je l'ai vu récemment dans Les Vampires de Carpenter. Il joue dans Les Vampires. Bon, il a pas mal bourlingué dans plein de pays. Il a joué dans plein de pays. Et il a été missionné pour faire un documentaire sur Dietrich, parce que déjà, il savait parler anglais, allemand et français, et que ce documentaire, en fait, il était destiné à être diffusé en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et aussi, il a réalisé un ou deux films, il a aussi réalisé. Du coup, il correspondait, parce que comme ça, l'idée, c'était que les interviews avec Dietrich se fassent en 3 langues, comme ça, c'était plus simple pour diffuser le film dans plusieurs pays. Sauf qu'en fait, voilà, donc j'en dis pas trop, mais je raconte dans le bouquin que ça se passe très très mal.
Et alors le film se fait quand même, malgré les tentatives de Dietrich de s'aborder un peu le projet. Et alors ce film, alors il y a des choses très belles, il y a des choses un peu moins réussies où Maximilian Schell, il recrée dans un studio des espèces de scènes un peu oniriques où il prend des jeunes filles qui déguisent en Marlène Dietrich de l'Ange Bleu et de Morocco en frac et chapeau claque bon, ça c'est un peu moins réussi. Par contre, c'est assez beau en fait. Les échanges entre les deux, ces souvenirs quand elle décide de céder un peu pas de se laisser faire, c'est pas une belle expression, mais parce qu'en fait, elle se bloque pendant tous les entretiens, elle refuse de jouer le jeu, elle répond par oui ou par non, elle envoie balader le Maxime Michel. Et elle dit pas la vérité. Et elle dit pas la vérité. Par exemple, elle dit bah non, j'ai jamais eu de sœur alors qu'elle a une sœur. Elle dit qu'elle a jamais joué avant Steinberg alors que Maxime Henschel, il a ramené une télé, un magnétoscope, et puis il lui montre des images de elle dans les années 20, dans ces films où elle jouait. Et quand bah du coup, et là, par exemple, c'est assez beau parce qu'elle se regarde comme si c'était une autre personne, et puis elle se confie, c'est assez étonnant, c'est à la fois beau parce que c'est une vieille dame qui remonte le fil de sa mémoire difficilement, avec violence, mais c'est aussi cruel parce que en fait, elle en a rien à foutre, donc elle sort des saloperies, elle a des propos intenables, elle est méchante, quoi. Mais le final, au final, c'est peut-être un des plus beaux documentaires de stars qu'on peut voir, parce qu'en fait, l'expression, elle est très galvaudée, mais c'est sans concession. Souvent, les documentaires de stars qu'on voit qui traînent sur Internet ou à la télé, c'est toujours très laudateur. Ouais, c'est alors, formaté. déjà, c'est formaté, mais souvent, c'est très laudateur. Enfin, c'est rare où la star va s'en prendre plein la tronche. Là, elle s'en prend plein la tronche, Dietrich, parce qu'elle est ignoble. Mais à côté de ça, il y a des moments très beaux, il y a des moments très attendrissants, quoi. Oui. Si je peux me permettre, c'est pour prolonger ce que vous dites, et en même temps, comme ça, on va parler aussi du style de votre livre. Si je peux me permettre, c'est la dernière page, c'est ce que vous écrivez par rapport à ce documentaire. Vous dites, si mémorable soit-elle, ce n'est pas la séquence la plus émouvante du film. À la 58e minute défilent des images de Berlin en ruine. Juste après la guerre, on y voit les Trümmerfrauen, pardon pour l'expression, littéralement les femmes des décombres, déblayer en fil les montagnes de gravats. Et à ce moment-là, Marlène précise que son disque préféré est celui réunissant des chansons berlinoises, puis, d'une voix usée jusqu'à la corde par l'âge et le whisky, elle se met à chanter les quelques bouts qui lui reviennent à la mémoire. Je ne ferai pas l'affront de lire la chanson parce que j'ai un très mauvais accent, mais en tout cas, à la fin, vous dites, trouvant cette dernière rime jolie, elle la répète une seconde fois. Marlène Dietrich n'a plus rien à raconter, ou ne veut plus rien raconter, ni sur elle-même, ni sur autre chose, mais elle aura toujours une petite chanson à offrir. Pourquoi je lis ça? Déjà parce que vous étiez en train plus ou moins d'en parler, et puis parce que on sait que vous avez vu le film, donc vous décrivez, mais il y a des moments dans ce livre où vous n'étiez pas là, mais vous avez une manière de regarder la petite histoire à travers la grande histoire de Dietrich, et on a l'impression d'être avec vous dans la même pièce que cette actrice, et vous avez un style extrêmement journalistique, c'est les faits, et en même temps vous avez une façon pas d'embellir, mais d'accompagner les faits que je trouve assez incroyable. Et c'est une question très simple et en même temps qui peut être un reproche en même temps. Pourquoi c'est aussi court? Alors, Pourquoi? j'ai pas la réponse, mais j'ai une explication. En fait, donc ce livre, il s'inscrit dans une collection qui s'appelle Capricci Stories, qui est proposée par l'éditeur Capricci. Et donc, elles répondent à un format, alors, en fait, j'en ai plusieurs, ça ressemble à ça. Donc, ils ont fait il y a John Crawford, Marlon Brando, Mel Gibson, Bruce Lee, Bill Murray. Il y a aussi Robert Mitchum. Et donc, à chaque fois, chacun des bouquins répond à un format précis. C'est 12-15 chapitres maximum. Une longueur, ils font tous entre 100 et 120 pages. Donc, c'est les éditeurs qu'on décidé de ce format. Et l'idée, à chaque fois, de ces livres, c'est que ça soit pas
une biographie exhaustive. Parce qu'en fait, il y a des bouquins plus longs sur Dietrich, comme il y a des bouquins déjà plus longs sur Bruce Lee ou sur Marlon Brando. L'idée, c'est vraiment qu'à travers chacun des livres, on puisse avoir un portrait de l'actrice ou de l'acteur en 15 moments de sa vie, 15 chapitres. Et chacun de ces chapitres pourrait être lu indépendamment des uns des autres presque, parce que c'est vraiment des moments de sa vie. Donc pourquoi c'est aussi court? En fait, c'est parce que la collection a été faite comme ça. Enfin, c'est une volonté des éditeurs. D'accord, je comprends mieux. Mais alors, quand on regarde le chapitrage, bien évidemment, on a l'impression que c'est des articles, c'est des articles de journaux. C'est ça qui est assez incroyable. Et tu vous l'avez dit, on peut ne pas, on peut les lire dans un désordre chronologique. Encore que ce serait bien de lire dans la continuité parce que c'est plus intéressant. Mais il y a des moments où par exemple, quand vous évoquez la relation amoureuse c'est même plus une relation amoureuse, c'est une grande histoire d'amour entre Marlène Dietrich et Jean Gabin, le French Lover. D'ailleurs, c'est page 53, c'est le chapitre qui s'appelle French Lover. Ça, chaque chapitre, vous respectez plus ou moins la longueur, la durée même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des chapitres où vous développez beaucoup plus, où vous prenez plus de temps. C'est vraiment de l'écriture journalistique où vous respectez chaque chapitre, chaque pan de la vie de Dietrich. Il y a comme ça une espèce de... Oui, d'efficacité, ça va très vite et en même temps, il faut raconter des sous-histoires et parfois on est un peu surpris par le fait. Il y avait une idée comme ça, c'était oui, sur toute la partie concernant Steinberg. Très souvent, on associe Dietrich à Steinberg et en fait, vous consacrez pas plusieurs chapitres à cette... Non, oui, effectivement. Et c'est là que j'ai compris, en fait, l'intention et l'idée que vous vouliez faire avec ce bouquin. C'est à partir de là que je comprends les choses. Alors oui, ça peut être frustrant si on s'attend à... Enfin, comment dire, ce livre, comme les autres livres de cette collection... L'idée, c'est aussi de ne pas s'appesantir sur des éléments biographiques qui ont déjà été souvent traités en fait. Pour les films Dietrich Steinberg, par exemple, je recommande hautement le bouquin le livre Les Jungles hallucinés de Mathieu Macheret qui vient de sortir en ce moment aussi chez Capricci, qui par contre qui est là une analyse détaillée de la filmographie, de toute la filmographie de Steinberg. Et là, du coup, il y a de longues pages sur chacun des films qu'ils ont fait ensemble. Moi, l'idée, c'était pour ces bouquins de Capricci Story, c'est plutôt partir dans des endroits de la vie de l'acteur ou de l'actrice qui n'ont pas forcément été, qui sont pas forcément bien connus. Par exemple, pour celui sur Brando, ça parle pas non plus énormément des films. L'idée de ces livres, c'est pas des analyses de jeu, c'est pas des analyses j'analyse pas non plus pendant des pages et des pages la manière de Dietrich de jouer. C'est plutôt une tentative de portrait de ma part de sa persona, de cette actrice à travers 15, voilà, une douzaine de moments de sa vie. C'est des bouts de vie qui peuvent être considérés comme des bouts de rêve en quelque sorte, parce que c'est un peu ce qui... Combien de temps vous avez mis pour écrire ce bouquin? À peu près 6 mois, mais pas à plein temps en fait, en travaillant. Alors, il y a eu beaucoup... en fait, pour ce bouquin, pour ce livre, je me suis donc évidemment servi de sources secondaires de biographie, d'autobiographie, d'articles. Du coup, c'était c'est ça, 6 mois en travaillant des heures par-ci par-là. Et selon quels critères vous avez choisi les étapes comme ça de la vie de Dietrich, à part les débuts? Bon, ça c'est normal, je pense qu'il faut commencer par là, mais sur quoi vous vous êtes basé? Ça a été quoi le critère pour choisir tel aspect de la vie de Dietrich? Bon, alors, au commencement, je savais déjà qu'il y avait il y avait 2-3 éléments qui étaient incontournables, et même sans avoir lu plus que ça, je savais que j'allais en parler, comme par exemple la relation avec Gabin.
enfin, cette histoire d'amour, je la connaissais un peu avant parce que j'avais déjà lu des bouquins sur Gabin et dans les bouquins sur Gabin, on parle souvent, enfin, il y a toujours un chapitre ou deux sur l'histoire d'amour qu'il a eu avec Dietrich, qui est vraiment une histoire très belle aussi, assez puissante, quoi. Donc il y a ça, je savais que j'allais parler de sa carrière de chanteuse, mais c'est vraiment en faisant des recherches que j'ai découvert que, par exemple, elle avait tout un truc avec la cuisine, et que au bout d'un moment, en fait, ça revenait tellement que je me disais que je pouvais pas ne pas en parler en 3 mots, sans déflorer trop ce chapitre. Dietrich cuisinait extrêmement bien. Alors, pour resituer, en fait, Dietrich, elle reste Pardon. C'est une femme assez étonnante parce que même si elle provient elle est le fruit d'une éducation prussienne très stricte à la baguette, et donc elle est évidemment le produit de son éducation. D'un côté, elle peut être très libérale dans sa vie, dans le sens où elle s'est mariée, et puis dès qu'elle s'est mariée, elle a pris plein d'amants. Elle a eu des amants toute sa vie, mais elle a jamais voulu. Elle adorait elle avait un pacte avec son mari. C'était chacun pouvait faire ce qu'il voulait, mais jamais divorcerait. Donc jamais elle a divorcé. Son vrai nom c'était Marlène Sieber, du prénom du nom de famille de son mari. Mais du coup, elle a jamais divorcé. Mais par contre, elle avait un nombre d'amants et d'amantes incalculable. Mais à côté de ça, elle était elle restait le produit de son éducation traditionnelle, qui fait que une femme, ça va faire la cuisine, quoi. Ça va faire la popote. Et donc, mais ce qui était étonnant, ce qui était la découverte, c'est que elle y a mis vraiment de l'ardeur à cuisiner pour les gens qu'elle rencontrait, qu'elle appréciait, notamment les réalisateurs, les acteurs, les personnalités qu'elle rencontrait. Et tout le monde garde un souvenir de Dietrich, de ses plats. C'est quelque chose vraiment qui l'a distingué, qui l'a différencié d'autres actrices à Hollywood pendant des décennies. C'est parce qu'elle cuisinait extrêmement bien, et c'est quelque chose qui a une grande importance dans sa vie, la cuisine. Voilà. Oui, mais de parler. Alors, ça, c'est un chapitre étonnant parce que je ne connaissais pas du tout ce trait. Cette qualité, enfin je sais pas comment dire, mais en tout cas je connaissais pas ce pan de la vie de... C'est un trait de personnalité finalement, Ouais. qui vraiment la caractérisait auprès des proches et des gens qui la connaissaient bien. Parce que vous dites aussi dans le livre que c'était la personne qui s'était mis un point d'honneur à accueillir toutes celles et tous ceux qui venaient d'Europe pour fuir le nazisme et qui venaient se réfugier aux États-Unis, beaucoup d'acteurs, et c'était quelque chose qui était essentiel pour elle. Donc, vous parlez beaucoup de ça, de cette générosité. En fait, il y a ce qu'il y a dans la fiction et ce que vous présentez au début. Et puis surtout, plus on avance avec elle, plus on s'aperçoit que finalement, elle est extrêmement simple. Oui. Extrêmement. En fait, c'était une femme qui avait des valeurs et qui s'y tenait, notamment je pense que c'est quelque chose qu'elle devait partager avec Gabin, parce que sur le papier ils avaient rien à faire ensemble, entre elle entre la prussienne et le gars des faubourgs. C'était pas donné gagnant, mais les deux avaient des valeurs, et le fait que Gabin soit très malheureux à Hollywood et décide de rentrer en France pour se battre, parce qu'il voulait qu'il se batte pour son pays, qui s'engage dans l'armée de la France libre, c'est quelque chose que Dietrich partageait, parce qu'elle aussi, du coup, elle aurait pu rester peinarde pendant la Seconde Guerre mondiale à faire la tournée des États-Unis pour collecter des bons au trésor et récupérer du pognon à droite à gauche pour l'effort de guerre. Mais elle fait partie des rares qui soient partis au front pour être vraiment en contact et aider comme elle pouvait. Alors elle, ce qu'elle savait faire, c'était chanter. Donc je raconte qu'elle allait d'un front à l'autre avec une petite troupe, un accordéoniste, un maquilleur, et d'un soir à l'autre, il chantait pour les soldats qui étaient stationnés en Afrique du Nord, ou en Europe, ou en Allemagne, ou en Italie. Donc oui, non, c'est une femme étonnante. Il y a page 11, vous écrivez dans ses affaires concernant Dietrich, on retrouvera une vieille photo d'elle datant des années 20 avec au revers cette mention qu'elle a écrite au crayon de papier Is this me? Est-ce que c'est moi?
Et j'ai l'impression que c'est vraiment, ça caractérise vraiment Marianne Dietrich pendant tout le livre, cette manière de se dire, est-ce que ce que je suis, est-ce que c'est réellement moi dans la fiction? Elle a beaucoup travaillé sur l'âge aussi. Euh, Oui, 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 oui. Ça lui a joué des tours hein, parfois, parce que alors je sais plus si c'était dans les années 70 ou 80, elle avait reçu de l'argent d'un éditeur pour une commande d'autobiographie et elle avait rendu le manuscrit. Et l'éditeur avait refusé le manuscrit tellement qu'il était cavardé, tellement qu'elle embellissait, elle avait tellement travesti la réalité, elle s'arrangeait tellement avec les dates, les noms, elle voulait tellement réécrire sa propre légende qu'en fait le bouquin était vide, servait à rien et du coup je crois que ça lui avait causé des soucis. Elle avait dû rembourser l'avance, ça a été compliqué. Finalement le livre est sorti, mais enfin, son autobiographie n'est pas très intéressante parce que il y a elle s'arrange trop avec la réalité. Mais vous parliez de l'âge là, j'ai revu là il y a l'autre soir Témoin à charge de Billy oui, Wilder, où dedans elle joue une Allemande qui a épousé un soldat anglais et qui doit témoigner au procès de cet homme parce qu'il est accusé d'avoir tué une riche femme pour mettre la main sur ce pactole. Et vous me parliez de son âge, et effectivement, dans le film, à un moment, je me suis effectivement posé la question, je me disais, mais euh, elle a quel âge en réalité? Parce que donc le film il a été tourné en 57, elle a 56 ans, mais dans le film elle en fait 10 de moins, et elle en fait 10 de moins, et elle a 10 ans de plus même que son compagnon de jeu, là, c'est Tyrone Powers, et pourtant la différence d'âge entre les deux est pas flagrante, et effectivement elle fait pas son âge, elle faisait pas son âge, et il y a eu toute une période de 1940 à 1960 où était dans une espèce d'âge indéfini. c'est ça, mais c'est ce que je vous disais au début, c'est que moi j'ai jamais, enfin c'était quelque chose qui m'avait toujours frappé, même quand j'avais découvert La Soif du Mal. Je me disais, mais quel âge elle a? Enfin, on a toujours l'impression qu'elle est beaucoup plus jeune que l'âge. Parce qu'elle dit être née en 1904, mais on sait plus ou moins qu'elle est peut-être née en 1900. Donc ça devrait faire Ouais, plus 1900 ou de 1902, mais en tout cas, ouais, quelque chose dans ce genre. quand elle a fait sa naturalisation C'est ça. américaine en 1939, elle s'est rajeunie de quelques années. Mais Voilà, voilà. effectivement, elle serait née en 1901, 1902, je suis. Est-ce que vous savez, comme ça, par curiosité, que représente Marlène Dietrich aujourd'hui dans la génération de nouveaux d'acteurs ici et là? Est-ce qu'elle a toujours cette même aura ou c'est autre chose? Chez les acteurs, je sais pas du tout. Ouais. Chez un public peut-être moins cinéphile, bah, comme je disais au début, ce nom il est connu. Les gens savent qui elle est, voient qui elle est, mais ne connaissent pas forcément ses films. Je pense que voilà, j'ai l'impression que en ce moment la mode n'est pas aux films de Dietrich ou les films ou ces films-là, par exemple. Alors c'est pas c'est un constat, c'est pas du tout un reproche mais en ce moment, il y a aucun problème pour voir au cinéma des films de Carpenter ou de Romero ou enfin tout ce pan de cinéma qui a été pendant un moment oublié maintenant est revenu sur le devant et tous les 3 mois, on a ce genre de film au cinéma lors de rétrospectives ou de rééditions, de restauration, ce qui est très bien. Mais du coup, à côté de ça, j'ai l'impression que on voit moins en ce moment des films de Georges Marchal, là, La femme ou le pantin, ou de Mamoulian, ou de Jacques Feder. Vous connaissez la Je- fameuse phrase de Truffaut qui dit que il craint un jour qu'un critique voit un de ses films et écrit sur son film sans avoir jamais vu peut-être l'horreur de Murnau. Et beaucoup plus tard, Scorsese a dit, moi j'ai peur qu'un jour un critique parle d'un de mes films sans avoir jamais vu un film de Truffaut. ouais. Et je vous rejoins énormément là-dessus. C'est vrai que, par exemple, dans le milieu youtubesque, rares sont les endroits où effectivement quelqu'un ou quelqu'une va se dire, tiens, pourquoi ne pas parler
de Richard Thorpe ou de Mamoulian par exemple, ou de Mitrik, ou quel que soit, même s'ils ne sont pas des grands cinéastes ou pas, peu importe, mais au moins de dire que l'histoire du cinéma, elle existe depuis 1895 et qu'il y a des choses extrêmement intéressantes et je vous rejoins évidemment là-dessus. C'est ça. Bah, ouais, j'ai l'impression qu'il y a, quel que soit quel que soit le moment sur la frise temporelle de la cinéphilie, il y aura toujours des laissés pour compte. C'est Truffaut qui disait non pas Truffaut, pardon, excusez-moi, pas Truffaut, c'était Jean-Baptiste Toré qui disait que c'est formidable qu'on puisse voir du Carpenter ou du Argento en ce moment au cinéma, mais il a l'impression que ces dernières années, c'est plus difficile, par contre, de voir des John Ford au cinéma. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Des Howard Hawks. C'est terrible. C'est terrible. Et alors, et là, on parle en ce moment et là, on parle pour Dietrich de réalisateurs qui sont encore un peu plus confidentiels que Hawks ou Ford, Mamoulian, George Marshall, Sternberg, hein. Jacques Feller, Sternberg, ouais. Sternberg, ouais. Ouais, il a eu sa rétrospective en 2006, mais du coup, moi, j'aimerais bien aussi qu'on voit plus. Alors bon, ça arrive. Hein. Là, il y a eu une rétrospective sur Ida Lupino il y a quelques temps à la Cinémathèque de Toulouse et peut-être à Paris aussi. Elle n'a pas eu lieu à Paris déjà? À Paris, non, oui, c'est passé. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc j'attends avec impatience le moment. En fait, voilà, ces films de Borzacchi aussi. Surtout, oui. J'aimerais bien revoir au cinéma voilà. Donc je pense que ça arrivera un jour ou l'autre. En fait, je pense que ce serait bien aussi d'en voir à la télévision. Parce que moi, je suis un enfant de la télévision dans le sens... Je parle pas des programmes audiovisuels, je parle de voir des films à la télévision. Et j'ai été élevé... la cinéphilie, c'est surtout de voir des films à la télévision. Et je pense que ça serait bien qu'effectivement, on puisse voir ces films-là aussi à la télévision. Parce que Ouais. ça peut générer une espèce de stimulation. Quels seraient les 3-4 films que vous pourriez conseiller? Là, je profite de cette occasion. Les 3-4 films que vous pourriez conseiller où joue Dietrich. Ouais. Donc la femme ou le pantin, en anglais Destry Rides Again de George Marshall. Ce film, alors je l'aime bien pour plusieurs raisons. Déjà, il y a James Stewart. Déjà tout film avec James Stewart mérite d'être vu. Ce qui en fait un paquet, parce qu'il a fait un paquet de films. Dans ce film, il est encore tout jeune. C'est pas non plus un grand débutant parce que la même année, il a tourné. Je crois que c'est la même année. Il a tourné le film où il va au Sénat. Monsieur où il Smith. joue ouais. Donc c'est un peu l'année où il explose, mais physiquement il fait encore jeune, donc c'est rigolo de le voir. C'est un western en fait où il joue un mec un peu sympa, enfin comme tous les films de James Stewart. Il arrive dans une ville et la ville elle est tenue d'une main de fer par un bandit local et Dietrich joue la reine du bastringue. Et en fait ce film est important dans sa carrière parce que c'est le premier film où elle brise vraiment son image de beauté un peu exotique, où dès qu'elle apparaît, ça convoque la vieille Europe. Elle a plus son accent, qui était un peu son accent allemand un peu bizarre du début, où quand elle prononce ses répliques, ça traîne un peu, ça lui donne aussi un charme. Là, elle joue donc une américaine, une tenancière de saloon. Elle boit du whisky, elle chante en anglais des chansons paillardes. Et du coup, c'est vraiment le film qui a marqué le début de l'américanisation de Dietrich, parce qu'ensuite, elle va tourner avec John Wayne, le plus grand, l'acteur le plus américain des acteurs américains, s'il en est un. Et avec ce film, elle laisse derrière elle vraiment la période Sternberg. Il y a ce film que j'aime bien beaucoup. Il y a, là où j'en parlais, Témoin à charge de Billy Wilder. Que je trouve vraiment bien. Donc c'est un film c'est un film de procès avec Charlton qui est truculent et c'est vraiment un film où l'histoire, jusqu'au rebondissement final est superbe. Donc rien que pour l'histoire, et elle est très bien dedans. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tout son rôle est très bien. Et si je pourrais en conseiller un troisième que j'aime bien, peut-être La Scandaleuse de Berlin, qui est un film assez intéressant. Parce qu'il y a un côté documentaire, vu que tous les plans d'extérieur dans les ruines de Berlin étaient tournés par Billy Wilder lui-même au moment de la libération de la ville par les Alliés, où il était avec sa caméra, il a fait des prises de vue. Sinon, tout le reste du film, ont été tournés en studio. Et elle joue encore une vente des cabarets. Et alors, il y a toute une histoire du marché autour de marché noir. Et pareil, elle joue une séductrice alors qu'elle a 40...
45, 50 ans, et pourtant, en fait, on y croit, elle est très bien. Ouais, un film de 48 si je me trompe pas, Ouais, je crois. Scandale de Berlin. Bon, en tout cas, c'est Marlène Dietrich, celle qui avait la voix, c'est édité chez Capricci, Capricci Stories, et Camille Larbet qui nous a, qui a bien discuté avec nous de ça, de Dietrich, pardon, de cette figure. Merci beaucoup Camille. Et Bah, merci à vous pour cette invitation. bien évidemment, sur la page dédiée à cet entretien, vous retrouverez toutes les informations pour vous procurer ce livre, hein. Voilà, il y a un lien qui renverra au site de Capricci. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour discuter de d'autres projets. En tout cas, c'était très agréable. Merci beaucoup. Bah, j'espère aussi. Merci encore pour cette invitation. Je vous en prie. Allez, générique, c'est parti. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.